en fait, à l'automne 85, on fait un numéro au Gala de la Disque. On est en nomination comme révélation de l'année au Gala de la Disque. Et ce soir-là, on se moque de Céline Dion, Luc Plamondon, Claude Dubois, Robert Charlebois, René Simard. Et ils sont tous dans les premières rangées. Ben. Ils sont tous devant nous autres, comme vous êtes là. Mais on s'en fout, on ne doit rien à personne, tu comprends? Puis on les bave, puis les gars, ils seront chiés, ça n'a pas d'allure. Puis on gagne une révélation de l'année au Gala de la Disque. Ouais. Puis on a perdu notre trophée ce soir-là, qu'on a quelqu'un retrouvé le lendemain. Parce qu'on avait vu, on était content d'avoir gagné quelque chose. Ben oui. Puis, fait que, tu sais, c'est une suite de hasards qui font qu'il n'y avait rien de planifié. Oui, c'était comme pas vraiment, pas payant non plus. Ben, après, ça a été correct. Après les shows, après les disques, oui, ça a été bon, mais tu sais, il y a eu un 4 ans et demi avant même d'avoir ne serait-ce qu'une petite paye, mais c'était pas notre temps de carrière, tu sais. Oui. Fait que ça te résume un petit peu. Ben oui, quelle aventure, c'est sûr. C'est incroyable. Ben ouais, une bonne main, c'est sûr. Hey, je savais pas que vous étiez allé en Europe et en plus, puis sans être connus aujourd'hui. Ils sont connus puis ils vont pas nécessairement en Europe, là. Non, exactement. Mais il y avait un destin qui se préparait. Là, pour aller un petit peu plus vite dans l'histoire, on arrive au moment où toi, tu as quitté la formation. Oui, à l'automne, au gala le lendemain du Gala de la Disque, en octobre 87. Parce que le groupe prenait une direction chanson. Il voulait faire un disque de chansons, d'ailleurs, qui a été fait. Je pense que ça s'appelait « Pourquoi chanter ». Et moi, je chante pas vraiment bien. Je fausse quand je parle, imagine quand je chante. Fait que, tu sais, ça fait que... Puis je regardais ce que les autres faisaient, ce que Yves Pelletier faisait, puis je trouvais c'était un comédien hallucinant, puis j'avais pas son talent de comédien. Je voulais plus être animateur, comme mon personnage de la première tournée, puis comme ce que je faisais à la radio, j'étais l'animateur, puis les autres faisaient les gags. Fait que j'ai arrêté, mais ce qui était assez hallucinant, c'est que le lendemain du Gala de la Disque, quand j'ai quitté le groupe, on a fait une mini-conférence de presse. J'étais la première nouvelle à s'être classée puis à Radio-Canada, ce qui est complètement ridicule. Ça veut dire, je passais en avant du président des États-Unis, là. Ouais. Tu sais, puis je me disais, tu mort? C'était en octobre 87. Richard Zetirois, Kid Rock et Belles Oreilles. C'était vraiment... Parce que je voulais plus être moi-même. Ce que j'ai été par la suite dans Sans Limite, où tu as collaboré comme collaborateur plusieurs fois, j'étais plus à l'aise dans mon rôle d'animateur que de comédien ou de chanteur. Oui. Ce que j'ai fait longtemps après à C'est quoi et dans l'émission Sans Limite. Il y a eu Sans Limite, et bien entendu, donc, où Sans Limite, il y avait Justy Lauzon. La première année, Pierre Brassard, Justy Lauzon, Dany Laferrière. C'est ça. Ça, c'était la première année. Puis les autres années, Ghislain Tachereau, Jacques Chevalier, André Robitaille. André Robitaille, oui. Dans Sans Limite. Puis à la radio, dans les Midi Fous, il y avait Jean-Michel Anctil, François Massicotte, François Morancy, Anthony Cavana. Quand même, oui. Mike Bossy. Il y a passé beaucoup de monde. Oui. Et le lien entre Sans Limite et les Bleus Poudres? Ben, c'est un lien contractuel parce que le nom Sans Limite appartenait à 4 saisons. Alors, c'est pour ça que le nom appartient aux productions Pixar et Télévision 4 saisons. Ça fait que quand 4 saisons décide de ne pas renouveler notre contrat Sans Limite, on n'avait plus le droit d'utiliser ce nom-là. Mais comme on avait l'image des Bestons Bleus Poudres, ben, il y a eu les Bleus Poudres qu'on pouvait utiliser comme nom. Et à la télé, les autres ont fait Taquinons la planète à Radio-Canada. Mais sinon, on aurait peut-être gardé le nom Sans Limite, mais ça ne nous appartenait pas. Très bonne question. Oui. Et de fil en aiguille, par la suite, tu as fait de l'animation radio, tout ça. Mais disons, dans les 10 dernières années, on peut savoir un peu comment est-ce que tu gagnes ta vie, à part des millions que tu as fait avec Rock et Belles Oreilles, là? Non, les droits... les droits d'auteur de RBO, c'est à peu près 62$ par année. Là, fait que ça se vend plus des vignettes, ça se vend plus des CD, ça se vend plus des VHS, ça se vend plus, il n'y a plus rien depuis très, très, très longtemps. Là. Mais RBO a arrêté une première fois. Ben moi, j'ai arrêté en 87. Ensuite, eux ont continué jusqu'en 93 à peu près. J'ai participé aux 2 bye-bye de RBO. Puis j'ai participé au show Juste pour rire, aux 2 shows au Centre Bell puis au show à Vidéotron. Mais le bye-bye, écoute, je faisais un sketch sur la commission santé et sécurité au travail dans cette émission-là, où je passe dans une espèce de malaxeur, puis mon corps craque, puis je suis en sang, OK? Et moi, je regarde cette émission-là avec la famille en direct, et ma fille a 5 ans. Elle sait pas ce qu'il va avoir, puis moi, je sais que ça va être drôle. Fait que là, mon bras passe dans une espèce de tordeur, ma fille se met à pleurer, puis à crier, elle hurle, parce que je suis compressé par la parodie de CSST.
Je dis, Juliane, pleure pas, c'est un bras en plastique, c'est un trucage. Elle dit, papa, c'est même pas vrai, t'as pas de bras en plastique. Fait que tu sais, c'est quand même bizarre de voir que le sketch peut avoir de l'impact. Mais c'est ça. Après, j'ai fait des participations à certaines émissions de télé. Mais là, je travaille pour une compagnie de promotion, relations publiques, marketing et merchandising. Se sont fait des t-shirts, des casquettes, des broderies, des trophées, des médailles. Là, parce que, tu sais, à un moment donné, il faut gagner sa vie, puis il y a moins de travail. Je suis moins photogénique aussi, j'ai pris du poids. Fait que c'est sûr que ça rebute les producteurs. Mais je fais des participations occasionnelles, radio-télé. Ouais. Oui, mais t'as pas pensé que si t'as coupé ta moustache aussi, là, Oui, bien, écoute, ma moustache, ça, c'est légendaire. C'est une bonne question, Géo, parce que à un moment donné, en 96, je me suis ramassé dans un gigantesque party de Musique Plus sur la rue Sainte-Catherine. Ils avaient fermé le secteur où ils étaient dans ce temps-là pour un gros party l'été. Il devait y avoir 2-3 000 personnes avec plein de groupes, genre de boxe, plein de groupes québécois. Et là, je réalise, ce soir-là, que je suis le seul avec une moustache. Mais vraiment, je suis le seul. Ah oui. Et je dis pas ça pour me vanter parce que tu m'amènes la question. À ce moment-là, je chantais avec Penelope McQuaid. Puis elle me dit gentiment, c'est vraiment laid ta moustache. Ah! Puis elle voulait absolument que je me rase la moustache. Puis je la comprenais, j'étais le dernier, c'était pas la mode. Ouais, c'est ça. Puis j'avais l'air fou. Fait que j'ai rasé ma moustache en septembre 96 à l'émission de Grégory Charles Chabada en direct à TVA. Ah oui. Ouais. Oui, il se passait. L'émission commençait, puis on jouait au poker, puis je perds au poker. Puis là, ma punition, si tu veux, c'est de me faire raser la moustache que j'ai rasée dans la salle de maquillage de TVA. Oui. Qui est peut-être exposée sur un mur de cage au sport en ce moment. Le pire, c'est que finalement, Pénélope, elle t'a lâché pareil, là. Il est donc un chien. Non, mais vous n'êtes plus ensemble, c'est vrai. Non, on est très amis, mais on n'est plus ensemble. T'as trop des bonnes... Il y a trop des bonnes questions. C'est la première fois que quelqu'un me le dit de même. Oui, mais c'est parce qu'on est jaloux. Sortir avec des belles filles de même, là... oui, j'aimerais à l'époque, comme toi. J'avais 40 livres de moins, ça aide. OK, passe à la prochaine question. On change de sujet, comme dit François Bellefeuille. Oui, mais c'est parce qu'on s'en va vers la fin. Je voulais terminer ça quand même en beauté, mais tu as admis quand même que tu as eu une fille dans ta vie. Que tu as eu une fille, tu as eu un enfant. J'ai 3 enfants, j'ai un garçon de 30 ans. Ah oui? Moi, j'ai étudié en cinéma au cégep Antique. J'ai jamais fait un Christy de film de ma vie. 30 ans plus tard, mon garçon fait le même cours que moi en cinéma au cégep. Il fait le même cours que moi en communication à l'UQAM. Oui. Puis là, il y a une compagnie de téléproduction qui marche super bien. Oui. Puis il y a 30 ans, il y a une belle compagnie qui marche bien. Fait que c'est comme... Il a réalisé mes rêves, finalement. Puis j'ai un gars de 19 ans qui est en sciences humaines au cégep, comme tous les jeunes qui savent pas quoi faire de leur vie, ils sont en sciences humaines. Quand quelqu'un de 19 ans sait pas ce qu'il va faire plus tard, il est en sciences humaines au cégep. T'es toujours en sciences humaines quand t'as pas de projet dans la vie, tu sais pas où tu vas aller. Fait qu'il est en sciences humaines. Puis j'ai une fille de 18 ans qui est en mode à Marie-Victorin. OK. Ça y fit vraiment bien parce qu'elle est extravagante. Oui. Son manteau d'hiver, il est spécial. Oui. Oui, elle a un certain talent artistique. Non, ça y fit merveilleux. Elle sait que son domaine, c'est la mode. Oui. Ces enfants-là habitent encore avec toi, peut-être pas celui de 30 ans, mais... Non, celui de 30 ans, non, parce que sinon, je l'appellerais Tanguy. Oui. Mais mon gars est avec moi. Oui. En ce moment, il est probablement en train de jouer à des jeux vidéo. Puis ma fille, qui est chez sa maman à Montréal, vu que c'est semaine de relâche dans les cégeps, est chez nous, et chez une amie dans les Laurentides, puis je vais la chercher tantôt. OK, d'accord. Quand tu as une fille de 18 ans, tu t'arranges pour aller la chercher. C'est sûr. T'es sûr, oui. C'est sûr. Ah ben écoute, c'est fun. À Noël, elle m'a dit, papa, voudrais que j'aille acheter mes pilules. J'ai dit, t'as-tu encore des problèmes de glande thyroïde? Elle me regarde, elle dit, papa, des pilules. Ça a été un choc. Mais bon, elle avait 18 ans, c'est pas grave. Oui, c'est sûr. Puis aujourd'hui, il faut se protéger, hein? Absolument. Plus que jamais. Oui. Dans notre temps, c'était pas comme ça. Non, on a vécu l'époque avant les MTS. On n'est pas encore mort de ça. Fait que, Non, absolument pas. Bon, OK. Alors, est-ce qu'il y avait une question de la foule qui avait dit une question? Oui. Mon plus beau souvenir avec RBO? Mon plus beau souvenir, il me revient tout le temps systématiquement.
C'est un show au Centre sportif de l'Université de Montréal. On est engagé pour faire le show de la finale du carnaval étudiant au centre sportif. Et je ne sais pas c'est quoi la capacité, c'est quoi, 4000 à peu près, le centre sportif? Approx, avec le monde sur le... Et nous, on est dans notre loge, il y a plusieurs artistes ce soir-là, entre autres Paul Piché, et à un moment donné, c'est comme le délire, mais le délire, nous, on est dans notre loge, mais on n'a aucune réaction parce que on dit, bon, il doit y avoir quelqu'un qui... Et il y a quelqu'un qui cogne à la porte puis qui nous dit, c'est à votre tour. Le monde qui réagit, c'est pour nous autres. C'est complètement dingue. Puis là, un peu comme les shows au forum, il y a quelqu'un qui nous trace le chemin de la loge jusqu'à la scène avec une flashlight. Et c'est complètement fou, là. C'est complètement débile. Je comprends. En plus, ils sont en état d'ébriété. Ils sont à peu près 4000. Puis on est la finale du carnaval. Fait que ça, c'est dans mon top 3. L'autre, c'est Révélation de l'année au Gala de la Disque en octobre 85. Parce que là, à partir de là, nos affaires... Puis l'autre, le dernier, c'est il y a quelques années, notre premier retour sur scène à Juste pour rire, où il y avait minimum 100 000 personnes devant nous. Ça, c'était complètement fou. Ah, oui. Et moi, je faisais la dernière chanson de la première partie. Je faisais Le Feu sauvage en finale de la première partie. Puis quand je suis arrivé sur scène, je veux dire, c'était complètement fou de voir on est à la hauteur de Sainte-Catherine, puis on voit du monde jusqu'à la rue Sherbrooke, là, au quartier Place des Festivals. Là. Ça, c'est dans mes plus beaux souvenirs de RBO. Bravo. Bon, ben bravo. OK. Et Oui, maintenant, hop. Hein? Oui. je vais vous raconter le pire. Hein? Oui, parce qu'il y en a eu beaucoup de pires. Je pourrais passer une demi-heure de pire Non, mais souvenirs moi, de c'est RBO. moi qui suis supposé te poser cette question-là, là. Ben, demande-moi, c'est mon pire souvenir. De ton pire souvenir serait quoi? Bonne question, Géo. On est en France et on fait la tournée de radio. À la radio, ça va très bien parce que notre spécialité, je dirais, de RBO, c'est de s'adapter à l'actualité rapidement. Ça fait qu'on lit les journaux, on écoute la télé, puis le lendemain, on fait un show de radio, puis on a du bon matériel, on a des bons produits, des bons gags. Et on a une tournée de spectacles dans 6 ou 7 villes françaises, et c'est notre show amateur de cégep qu'on décide de faire en France, de faire les mêmes sketchs, mais en parlant à la française. Ce qui est complètement ridicule. Et on a notre premier numéro qui marche très bien au Québec, c'est les personnages des suppositoires de Satan. Ces personnages-là arrivent sur scène et on est dos à la foule et on cherche notre place au forum pour réaliser qu'on a les 4 pires billets en haut dans le pit. Alors ça marche bien ici, mais en France, quand on arrive sur scène, puis on dit « j'en fichtre que je suis mal situé », au bout de 30 secondes, il y a quelqu'un dans la salle qui a crié « remboursement ». Et il nous reste 2 heures de show à faire. Ah non, c'est la sensation la plus horrible que j'ai vécue dans ma vie. Puis c'était vraiment pas bon. C'était notre show québécois adapté à la française, sans matériel prêt pour eux, je dirais. Contrairement à la radio où ça marchait bien. Oui. Fait que ça, c'est vraiment mon pire souvenir. J'en parle, puis j'ai de la fièvre. Ça, c'était vraiment horrible. Est-ce que quelqu'un a d'autres bonnes questions? Oui, bien là, on s'en va vers la fin. Oui, allons-y, Francis. Oui, c'était comment travailler avec Serge Grenier? On a travaillé... on a travaillé un peu indirectement avec Serge. On n'a pas travaillé directement. Il n'y a pas eu des sketchs à 4 saisons spéciales? Oui, il y a eu Serge Grenier comme invité plusieurs fois. Parce que nous, notre groupe... notre première influence, c'est sûr, pour ma génération, c'est les Cyniques. C'est sûr. Il y avait aussi... les Cyniques, ça, c'était vraiment clair. Aux États-Unis, il y avait Saturday Night Live, qui était notre première... mais c'était dur d'inviter John Bellucci puis Dan Aykroyd à Montréal. Puis les Monty Python. On était fans finis des Monty Python. Fait que tous ces gens-là étaient inaccessibles, sauf Serge Grenier. Les autres, des Cyniques, moins. Mais Serge, on a collaboré. Il a été invité spécial plusieurs fois. Et la première fois qu'on a fait une entrevue radio sérieuse, c'était à Radio-Canada. Et j'étais avec Guy, puis Serge Grenier était là. Puis il avait fait un gag sur Michel Richard où il disait qu'elle prenait des barres amaigrissantes. Je ne sais pas si ça existe encore, des barres tendres amaigrissantes. Puis là, Grenier, son punch, c'était Chris, elle a mangé toute la boîte, la cochonne. Fait que je me rappelle encore de ça, 30 quelques années plus tard, parce qu'on le trouvait... puis on l'aimait beaucoup, Serge Grenier. Puis on a collaboré aussi avec lui quand on était invité à Piment Fort, parce qu'il nous mettait sur des pistes de gags à Piment Fort. C'était un des scripteurs de l'émission. J'en ai une. Oui. Patrick Bourgeois. Oui. Patrick, le premier show qu'il a fait de sa vie,
La première fois qu'il est monté sur une scène, c'était avec Rock et Belles Oreilles. Dans un show au Vélodrome Olympique, en avant-première partie d'Offenbach. Salon de la jeunesse. Pardon? Le Salon de la jeunesse. En plein ça. Salon international de la jeunesse Pepsi, je pense. Et nous, on est invités... Ah, ça, c'est un de mes pires souvenirs. Ça, c'est un des pires souvenirs. Dans l'ordre, il y a nous qui ouvrons la soirée. Ensuite, il y a la chanteuse Luba, puis il y a Offenbach. La veille, on est au Vélodrome pour répéter. Mais Jerry, il n'y a pas de la batte bleue. Puis Jerry, s'il n'y a pas de la batte bleue, il répète pas. Puis lui, c'est Offenbach passe avant nous autres. Là, il est rendu minuit et demi. Puis on n'a pas répété pendant tout notre show. Et là, Jerry dit au micro, aux répétitions, qu'il n'y a rien à manger dans sa loge. Puis Ménard Simard, qui produisent le show, disent de leur bar, ils sont avec nous dans la salle, ils disent à Jerry que dans la loge, il y a des fruits et des légumes. Puis là, Jerry, il avait dit « Chris, on mange pas ça des fruits, nous autres. » Fait que, bon, c'est clair qu'il est mort. Mais ce soir-là, on n'a jamais répété. Et quand on a fait le show le lendemain, ça a été qualifié par des critiques de plus mauvais show dans l'histoire du spectacle au Québec. Et c'est parce qu'on n'avait pas répété, on n'était pas prêts. Et Patrick Bourgeois était notre guitariste sur scène. C'est la première fois de sa vie qu'il montait sur scène. Il devait avoir 16 ans, je pense. C'est un talent incroyable. Oui. Et c'est lui qui a composé la chanson thème de RBO qu'on peut sur la bande dessinée, le Rock et Belles Oreilles, nanana. Bon, c'est Patrick qui a fait ça. C'est vrai. Il a composé beaucoup de chansons pour beaucoup de matériel pour RBO. Oui. Il a été proche de nous très longtemps. De là, le lien que déjà à 16 ans, il était en contact avec vous autres. Fait que par la suite, ça s'est quand on a eu besoin d'une chanson thème, on aimait beaucoup ce qu'il faisait. Il y avait un sens de la mélodie incroyable, il y avait un sens incroyable de riffs, accrocheurs. D'ailleurs, la chanson thème de RBO est parfaite. Là. C'est parfait dans son blitz. Un petit peu western, un petit peu surf dans le son de guitare. Fait que c'était parfait avec Patrick. Bon, ben c'est très bien. Puisqu'il n'y a plus d'autres questions de la foule, nous disons un grand merci à Richard Zizi Sirois. J'espère que vous allez faire un montage. Comment tout le monde en parle. Vous garderez les 5 meilleures minutes. C'est bon?